Je voudrais vous présenter aujourd'hui un livre qui paraît à la rentrée, là au mois de septembre, aux éditions POL, de Mathias Menegoz. Je crois que c'est un premier livre et il s'intitule Carpathia. C'est ce qui semble être un premier roman qui sort un peu de l'ordinaire. Le titre indique un lieu géographique qui pourrait être dans l'Europe d'aujourd'hui, nous fait penser à une contrée sauvage, qu'elle est d'ailleurs restée d'une certaine façon. Cette Transylvanie, entre Hongrie et Roumanie, pays resté fameux parce qu'il s'est établi un mythe extraordinaire, qui est le mythe de Dracula, que la littérature et le cinéma nous ont rendu familiers. On pourrait même dire que l'on perçoit chez l'auteur comme un désir de faire en quelque sorte une archéologie de cette histoire du vampirisme, puisqu'un des personnages est justement un certain Vlad, qui porte le même nom que le seigneur Vlad Dracul, qui est à la base de l'histoire du vrai Dracula, qu'on appelle aussi l'empaleur de Turc, parce qu'il est resté célèbre pour cette raison-là. Mais il y a une autre référence dans cet ouvrage, intéressante dans ce livre, c'est celle des grands auteurs, au fond du début du XXe siècle, dans la Vienne impériale des Habsbourg, et notamment le livre de Joseph Roth, resté fameux, La Marche de Radetzky, et aussi un livre fameux, parce que c'est un livre de Jules Verne qui s'appelle Le Château des Carpates et qui raconte justement une aventure dans ce même pays des Carpates, dans une atmosphère qui rappelle un peu celle du livre de Ménégoz. Il faut aussi mentionner le fameux, le très célèbre livre de Bram Stoker, Dracula, qui a été publié en 1897, et qui a eu un succès immédiatement, un succès immédiat et durable, puisqu'on en a fait immédiatement des films, il y a une quantité de films sur le personnage de Dracula, de grands metteurs en scène se sont inspirés de cela. Et on reste confondu d'ailleurs devant la masse des ouvrages sur les vampires, au fond tout au long du XIXe siècle. Le roman de Mathias Menegoz ne reprend pas tous ces éléments, et en cela l'auteur est assez habile, car il garde l'atmosphère étrange et angoissante même de ces paysages et de ces lieux, sans tomber dans une espèce de fantasmagorie de bazar qui aurait pas été de très bon goût. C'est plutôt d'ailleurs vers des aspects politiques, sociaux et historiques qu'il s'oriente. Les conflits de classe de cette période, il faut dire que la période c'est 1835 justement, mais aussi les conflits de nationalité et parfois de religion qui priment. L'époque choisie donc est celle de l'apogée de l'Empire austro-hongrois en 1835. Un jeune officier, Alexandre Corvani, le lieu d'ailleurs de Corvani est dans ces Carpates justement, épouse une jeune aristocrate viennoise, Kara, belle jeune femme, cavalière intrépide et impérieuse. Le jeune couple décide de s'installer dans l'immense domaine familial des Carpates, au milieu des forêts profondes, dans des châteaux hantés par les souvenirs des révoltes matées tout au long de l'histoire. Et il y a beaucoup de sang aussi qui a coulé dans ces murs. Et au fond, il se côtoie là trois peuples et trois langues. Alors ce sont les Saxons allemands venus là au XVIIIe siècle pour mettre en valeur les grands domaines agricoles justement, les Hongrois, petits aristocrates jaloux de leurs privilèges, et puis des Valaques roumains qui sont des serfs attachés à cette terre si dure et sauvage et en proie à tous les soupçons depuis qu'une révolte ancienne a fait brûler le vieux château puisqu'il s'était révolté un siècle avant. Et puis il y a aussi les Tziganes, dont on voit que le destin tragique ne date pas d'aujourd'hui. Craint pour les petits vols qu'ils font ici ou là, et puis le soupçon d'enlèvement d'enfants aussi, et puis le mauvais sort qu'ils jettent. C'est toute une mosaïque de peuples, de traditions, de légendes que l'auteur présente avec un soin et une précision qui méritent le respect et suscitent l'admiration. Il y aura plein de péripéties, de drames, de rebondissements. Le jeune couple va les affronter jusqu'à la rupture qui n'arrivera pas. La fin est très poétique et les laisse seuls face à face dans un paysage d'hiver d'une grande beauté. Les lacs sont gelés, les forêts enneigées, le château est en ruine, mais l'amour est finalement là, est plus fort que tout, et l'amour de la terre des ancêtres aussi,
qui est le plus fort. Il est assez rare de trouver chez un auteur encore jeune tant de soin à écrire un univers qui, pour n'être pas familier, se dresse sous les yeux du lecteur avec une rare précision. Dans la masse des romans autofictionnels qui ont envahi les rayons, ce gros roman de plus de 600 pages, avec ses ombres tutélaires de Joseph Roth et Jules Verne, mais aussi, et sans qu'il lui soit fait allusion dans le livre d'une manière claire, mais par un témoignage subtil et sublime, il y a comme une évocation des thèmes et presque de la musique du Voyage d'hiver de Schubert, et tout cela fait un enchantement pour le lecteur attentif et cultivé. Alors je vous conseille vivement Carpathia, donc de Mathias Menegoz, aux éditions POL. Je voudrais vous présenter un livre que j'ai lu ces derniers jours, ces dernières semaines, et qui est un premier roman de Mathias Menegoz aux éditions POL, et ça s'intitule Carpathia. Alors voilà ce qui semble être un premier roman qui sort de l'ordinaire. Le titre indique un lieu géographique qui pourrait être dans l'Europe d'aujourd'hui, fait penser à une contrée sauvage qu'elle est d'ailleurs restée d'une certaine façon. Cette Transylvanie entre Hongrie et Roumanie, pays resté fameux parce qu'il s'y est établi un mythe extraordinaire, merveilleux, étrange de Dracula, dont la littérature et le cinéma nous ont rendu familiers. On pourrait même dire que l'auteur cherche parfois, comme il a une sorte de désir, de faire une archéologie de cette histoire de vampirisme, puisque l'un des personnages justement du roman est un certain Vlad, qui porte le nom même du Vlad Dracul, le seigneur Vlad Dracul, qui est à la base de l'histoire de Dracula, qu'on appelait aussi l'empaleur de Turc, il est resté célèbre pour cela. Et une autre référence intéressante dans ce livre, c'est celle des grands auteurs du début du XXe siècle dans la Vienne impériale des Habsbourg, et notamment le livre de Joseph Roth, La Marche de Radetzky. Et aussi, une chose moins connue, mais un livre assez étrange de Jules Verne, Le Château des Carpates. Car Jules Verne s'était aussi intéressé à cette région, il y avait mis le paysage dans ses romans. Il faut aussi mentionner le très célèbre livre de Bram Stoker, l'écrivain anglais, qui s'appelle Dracula, et qui a été publié en 1897 et qui a connu un succès durable, porté à l'écran de nombreuses fois et qui a fait l'objet d'une grande littérature. Le roman, on est d'ailleurs surpris de voir la quantité d'ouvrages sur le vampirisme tout au long du XIXe siècle. Le roman de Mathias Menegoz ne reprend pas tous les éléments, et en cela l'auteur est plutôt habile. Il garde l'atmosphère angoissante, mystérieuse, étrange de ces paysages et de ces lieux, sans tomber dans une fantasmagorie de bazar qui n'aurait pas été du meilleur goût. C'est plutôt vers des aspects politiques, sociaux, historiques qui s'orientent, et des conflits de classe, de nationalité, de religion qui priment également. L'époque choisie est celle de l'apogée de l'Empire austro-hongrois, cet empire en 1835. Un jeune officier, Alexandre Corvany, qui est d'origine hongroise, épouse une jeune aristocrate viennoise, Kara, belle jeune femme cavalière intrépide et impérieuse. Le jeune couple décide d'aller vivre dans l'immense domaine familial dont a hérité le jeune homme, qui est au milieu des Carpates, avec des forêts profondes, des châteaux hantés par les souvenirs des révoltes matées dans le sang, et où cohabitent trois peuples et trois langues, saxons allemands venus là au XVIIIe siècle, pour mettre en valeur ces grands domaines, hongrois, petits aristocrates jaloux de leurs privilèges, et puis ces valaques roumains, serfs attachés à cette terre si dure et sauvage, en proie à tous les soupçons, depuis qu'une révolte ancienne a fait brûler le vieux château, qui est en ruine après cela. Et puis il y a aussi les tziganes, dont on voit que le destin tragique ne date pas d'aujourd'hui, craint pour les petits vols qu'ils font ici ou là, pour le soupçon d'enlèvement d'enfants, sans parler des malédictions qu'ils peuvent jeter. C'est une mosaïque de peuples, de traditions, de légendes que l'auteur présente avec un soin et une précision qui méritent le respect et suscitent l'admiration. Il y aura plein de péripéties, de drames, de rebondissements. Le jeune couple va les affronter jusqu'à la rupture qui n'arrivera pas. La fin très poétique les laisse seuls face à face, dans un paysage d'hiver d'une grande beauté, lacs gelés, châteaux en ruine, forêts enneigées. Mais l'amour de la terre des ancêtres
sera plus fort que tout. Il est assez rare de trouver chez un auteur encore jeune tant de soin à décrire un univers qui, pour n'être pas familier, se dresse sous les yeux du lecteur avec une rare précision. Dans la masse des romans autofictionnels qui ont envahi les rayons, ce gros roman de plus de 600 pages, avec ses ombres tutélaires de Joseph Roth et de Jules Verne, mais aussi sans qu'il y soit fait allusion explicitement, mais dans le livre, mais comme un témoignage subtil et sublime, on se croit entendre les vers et le chant du voyage d'hiver de Franz Schubert. Et cette atmosphère enchanteresse, cela va enchanter, j'espère, le lecteur attentif et cultivé. C'est un très beau roman qu'il faut lire.